Alors, je vais vous parler d'un petit sujet qui me tient à cœur depuis pas mal de temps. Un buzzword que vous avez certainement entendu parler déjà, qui s'appelle l'entreprise libérée. Et derrière ça, c'est l'équation de bonheur et travail. Est-ce que cette équation est possible ou pas? Alors, je me présente. Donc, je m'appelle Olivier Leland. Je suis coach agile. C'est-à-dire que j'interviens auprès des entreprises, dans les équipes et auprès de management pour amorcer des transitions agiles, transformer les entreprises, pour amener plus de valeur auprès des clients et faire en sorte que les gens ils soient plus motivés au travail. Alors, j'ai introduit la conférence sur le bonheur et le travail. Est-ce que déjà, il n'y aurait pas quelque chose d'un peu d'antinomique? Sachant que travail, ça vient du latin tripalium, qui veut dire torture, ce petit instrument de torture qu'on voit sur le... Et bonheur, c'est ce qui nous rend heureux. Donc, voilà, déjà, au niveau des origines des deux termes, il y a un petit décalage. La réalité actuelle dans les entreprises, dans les sociétés, ça amène à un besoin de changement. Il y a un changement majeur qui va arriver. On a déjà des mécontentements globaux. Les gens sont beaucoup moins enthousiastes à l'idée de travailler. Aujourd'hui, on considère qu'à peu près 13% des employés sont activement engagés dans l'entreprise. C'est-à-dire que plus d'une personne sur 10, une personne sur 10 à peu près, n'est pas plus engagée que ça, pas plus motivée que ça pour aller travailler. Et même pire que ça, on a à peu près 20% des gens qui sont activement désengagés. C'est-à-dire qu'ils vont à l'encontre de l'entreprise, des objectifs de l'entreprise. Ils peuvent être dans une posture de saboteur. Ça fait un peu froid dans le dos. Et donc on va essayer de trouver un petit peu déjà des explications à tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là? Quand on regarde, alors il y a eu plusieurs études comme l'Institut Gallup ou d'autres instituts qui ont fait beaucoup de sondages, sondé beaucoup d'employés dans différentes entreprises de différentes tailles, différents secteurs. Et en fait, les résultats sont très très identiques, très très similaires. Déjà, 7 tendances clés qui impactent aujourd'hui le monde de l'entreprise. Première tendance, une crise d'identité, une crise de culture des sociétés. 2/3 des employés actuellement ne se sentent pas dans une société qui est imprégnée d'une forte culture, une culture agréable. On a une personne sur 2 qui n'est pas satisfaite de sa hiérarchie supérieure. 2/3 des personnes pensent qu'ils ont des opportunités limitées de progression, de développement dans l'entreprise. Une personne sur 4 estime ne pas avoir les outils suffisants pour pouvoir mener à bien son travail. Une personne sur 5, en moyenne, se sent valorisée au travail. C'est très peu. Un fait intéressant, c'est que ce n'est pas l'argent qui va motiver les employés à aller au-delà de ce qu'on leur demande. La raison numéro 1, c'est la camaraderie. C'est les collègues. C'est l'ambiance, c'est la cohésion d'équipe. Et ce n'est pas l'argent. Donc vous verrez que plus tard, tout ce que ça implique derrière dans les entreprises libérées. Et tout ça, ça s'explique par une évolution des choses. Tout évolue de plus en plus vite. On a une course à l'innovation, on a une course à la compétition, les marchés qui se développent, les concurrences qui font rage. La communication. La communication, elle a évolué à vitesse grand V. Et plus ça va, plus elle évolue vite. Quand on regarde, il y a 2000 ans à peu près, il y avait des pigeons. On envoyait des pigeons voyageurs pour communiquer. En 1840, l'invention du télégraphe. Jusque Facebook, Twitter, dans les débuts des années 2000. Et vous voyez en fait que plus on avance dans le temps, plus les moyens de communication ils se sont succédés à une vitesse de plus en plus grande.
Donc forcément, les interactions avec les gens vont changer. Les gens vont communiquer différemment. Et ça a un impact aussi dans l'entreprise. Autre facteur, vous avez certainement entendu parler de la génération Y, la génération Y, la génération du pourquoi. Alors c'est une génération caractérisée par un besoin très très fort d'avoir du sens dans le travail. Daniel Pink, dans son ouvrage La vérité sur ce qui nous motive, nous parle de 3 formes de motivation intrinsèque, qui sont l'autonomie, c'est je veux faire mon travail comme je l'entends, avec qui je veux, quand je veux, comment je veux. La maîtrise, c'est-à-dire avoir les outils qu'il faut, la maîtrise, les compétences nécessaires pour faire son travail, tout en sortant de sa zone de confort pour se développer et apprendre, sans que ce soit trop dur, auquel cas on est frustré, ou que ce soit trop simple, auquel cas on s'ennuie. Et le 3e point, c'est la finalité, c'est le sens. Et c'est là toute la problématique des sociétés actuelles, de donner du sens aux tâches que l'on donne aux employés. Cette génération Y, on l'appelle aussi digital natives. C'est la génération qui est quasiment née avec un petit peu avant Internet, mais avec l'ère du numérique. C'est la génération qui est naturellement friande de technologie, qui sait communiquer, qui sait aller chercher l'information et qui commence à remettre les choses en cause. Ils ont beaucoup de mal avec les hiérarchies. Et la génération suivante qui arrive, qui arrivera d'ici 5 ans à peu près dans son monde du travail, c'est encore pire. Ou mieux, ça dépend des points de vue. Des gens qui ont une connectivité encore plus exacerbée, qui remettent encore plus les choses, les hiérarchies. Ce qui est important de savoir, c'est que dans les anciennes, il y a encore quelques années, on valorisait beaucoup le statut. C'est-à-dire on valorisait la position du manager. Il est là parce que, ok, j'entends sa voix parce que c'est un manager, c'est mon supérieur. Avec cette génération, c'est pas du tout ça. C'est j'entends et je te valorise parce que, à mon sens, tu es quelqu'un de brillant. Pas parce que tu as une position sociale au-dessus de moi. C'est juste parce que je te reconnais dans ton métier comme quelqu'un de compétent. Toutes ces raisons, donc voilà, l'accélération du marché, des modes de communication, la génération Y, tout ça qui arrive, font qu'aujourd'hui, les entreprises ont du mal. Ont du mal à recruter, ont du mal à garder des talents et essayent d'attirer de nouveaux talents, mais sans forcément connaître le succès qu'ils espéraient. Alors, j'aimerais bien en fait faire un petit tour dans le temps. Donc on va faire un petit flashback. On va remonter pour comprendre un petit peu finalement, je vous ai parlé rapidement de l'évolution des communications. Là on va parler de l'évolution des organisations. L'évolution, comment l'humanité a évolué au cours des 50 000 ans, des 50 000 dernières années. Comment elle a évolué en fait et quels ont été les grands paradigmes en fait qui se sont succédés. On va essayer de comprendre du coup un peu pourquoi on en est là aujourd'hui. Tout commence il y a 50 000 ans. Il y a 50 000 ans, on est dans ce qu'on appelle le paradigme violet. Donc alors les couleurs, c'est tiré de l'ouvrage de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, qui a lui-même tiré ce code couleur de la théorie intégrale de Ken Wilber. C'est similaire à la spirale dynamique, s'il y en a qui connaissent parmi vous. Ça permet voilà, de visualiser un petit peu l'évolution des consciences et des modes d'organisation. Donc, tout commence il y a 50 000 ans, où en fait, avant ça, on avait des peuples nomades, mais c'était surtout des petits cercles familiaux. Voilà. Il n'y avait pas de réel regroupement. Il y a 50 000 ans, premier bouleversement dans l'organisation de l'humanité, les gens vont se regrouper. On va créer des tribus. Des tribus qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de personnes. C'est un petit peu les tribus aborigènes qu'on peut encore
en observer exceptionnellement dans certaines îles du Pacifique. Mais voilà, premier changement de paradigme, c'est le regroupement. Dans cet univers, on ne cherche pas à comprendre quoi que ce soit. S'il y a un événement qu'on ne comprend pas, bah c'est les dieux. Voilà. C'est le dieu de la foudre, c'est le dieu de la pluie, etc. On va avancer un petit peu. Blablabla, hop, on fait un saut de 40 000 ans dans le temps. Là, on arrive il y a 10 000 ans. Deuxième bouleversement, ça va être le paradigme impulsif. Là, on est dans le rouge. C'est le mode guerrier. Là, premier changement majeur, on amène la division du travail. On commence à avoir des gens qui se spécialisent dans différents métiers. Des forgerons, l'agriculture, etc. C'est ici aussi qu'on va avoir la création d'une autorité. Là où avant, dans les tribus, c'est le sage qui faisait office de conseiller, dans cette nouvelle forme d'organisation, on va avoir plutôt un leader. Un leader qui assoit son autorité. C'est la loi du plus fort. Aujourd'hui, on a encore des entreprises ou des modèles d'organisation qui sont sur ce paradigme-là. Vous les retrouvez beaucoup chez les mafias, dans les milices militaires. Et si on devait faire une métaphore de tout ça, ce serait un petit peu la meute de loups. Avec un leader et une meute qui suit, où finalement règne la loi du plus fort. C'est le mâle alpha. On refait un petit saut dans le temps. Ok, j'avance l'horloge, on arrive à il y a 4000 ans. Autre paradigme qui va bouleverser les choses, c'est le conformisme. Le conformisme, là, on invente les hiérarchies. On invente les hiérarchies bien structurées avec les rôles officiels. On invente les règles et les processus. Maintenant, on essaie de structurer un petit peu l'organisation. Les organisations, elles grossissent aussi en taille. Au début, on était à quelques centaines d'individus. Là, on peut commencer à fédérer plusieurs milliers d'individus. Aujourd'hui encore, on a des formes d'organisation qui sont sur ce modèle-là. La plupart des administrations, où la bureaucratie est très très installée. L'Église catholique, avec le pape, les archevêques, les évêques, les prêtres, etc. Il y a des règles très strictes. Il y a une codification des rôles et des processus, très marquée. L'armée, prendre l'armée, c'est un petit peu la métaphore de ce paradigme. C'est effectivement une hiérarchie très très établie, qu'on ne transgresse pas, et des codes gravés dans le marbre qui régissent un petit peu l'organisation. Un petit saut dans le temps. Maintenant, la méritocratie, qui est apparue il y a 500 ans. Ça a vraiment décollé il y a 200 ans au niveau de quand la révolution industrielle a éclaté, enfin, a eu lieu. Ici, c'est la course à la performance. Là, on cherche à être le number one. On cherche à être le meilleur, le plus compétitif. Premier changement majeur, l'innovation. On va essayer de développer de nouvelles choses. On ne se contente pas de faire ce qu'on a toujours fait. On essaye de faire des choses différentes pour se différencier des autres, pour se démarquer. On va fixer des objectifs. On va responsabiliser les gens. Et on va leur donner des objectifs, voilà, qu'on va pouvoir mesurer. Et troisième changement majeur, cette fois-ci, contrairement au précédent où la promotion pouvait être assez limitée, ici, en fait, on met en place la course à la promotion. Aujourd'hui, 95% des entreprises sont encore dans ce modèle-là. On est dans la course à l'innovation, dans la compétition, la course à la promotion. Tu as 32 ans, tu es développeur, ce serait bien que tu passes chef de projet. Parfois ça a du sens, parfois non. Donc la plupart des multinationales sont dans ce paradigme-là. Et dans ce cas-là, en fait, ce qu'on voit, c'est on voit le tout comme une machine. Nous sommes des rouages
d'une énorme machine en fait, qu'il faut huiler, qu'il faut optimiser pour avoir le plus de performance possible. Les étapes d'après, il va y avoir un changement encore un petit peu majeur, qui ne sont pas la majorité aujourd'hui. Ça va être le pluralisme, le vert. Donc ça arrivé, il y a eu des expériences dans les années 1700 et quelques, mais ça a vraiment pris un peu plus d'ampleur il y a 100-150 ans à peu près. Ici, on cultive l'harmonie. Donc, premier changement de paradigme, on va donner de l'autonomie aux gens. On va dire, ok, non mais les gens, ils sont capables. Ils n'ont pas obligé d'avoir quelqu'un qui leur dicte quoi faire. On peut leur donner de l'autonomie. Ce qu'il faut savoir, c'est le management. Le management, ça vient de l'italien managere, qui veut dire tenir les rênes. Parce qu'en fait, quand on parle de la révolution industrielle un petit peu avant, et même encore avant, il y a un exemple concret, c'est en Angleterre. En Angleterre, lors de la révolution industrielle, on cherchait beaucoup de manœuvres. Et on allait chercher la manœuvre en fait dans les campagnes. Là où en fait, les gens n'étaient pas éduqués. Les gens, ils arrivaient et on leur disait tiens, tu as un travail, tu vas travailler dans cette usine-là. Donc ils venaient, mais en fait, ils ne savaient pas ce que c'était que de travailler. Ils ne savaient pas ce que c'était que respecter des horaires. Ils ne savaient pas. Quand ils avaient un petit coup de mou, hop, on sort la petite fiole de Calva ou de whisky et on repart, quoi. Et pour ça, il a fallu inventer un rôle qui allait justement surveiller et les encadrer en leur disant quoi faire et comment faire exactement et amener la pointeuse, etc. Mais ça, c'était il y a 200 ans. Ça, c'était quand les gens n'étaient pas éduqués, qu'ils ne savaient pas ce que c'était que le travail. 200 ans plus tard, on le sait maintenant. On le sait ce que c'est. Les gens sont très très éduqués. Et pourtant, on est toujours un peu dans ce paradigme-là. J'ai encore été chez un client, il n'y a pas si longtemps que ça, qui avait encore des pointeuses. Même les cadres pointaient le matin et le soir. Donc, autonomisation. Donner de l'autonomie aux gens. Donner un peu plus de liberté. C'est là où on va apparaître aussi la culture d'entreprise. Mais une culture forte qui est partagée par des valeurs qui sont vécues et véhiculées par chaque membre de la société. Troisième évolution, on va non pas avoir une approche uniquement top-down, mais on va essayer d'aller chercher l'opinion de tout le monde. Chacun peut parler, chacun peut s'exprimer sur les grands sujets de l'entreprise. Aujourd'hui, on a quelques exemples qui sont assez connus. Vous avez Zappos. Donc Zappos, c'est le numéro 1 de la vente de chaussures en ligne, qui a été fondé par Tony Hsieh. Il y a un excellent ouvrage d'ailleurs qui s'appelle L'entreprise du bonheur. Il raconte de son aventure justement et comment il a créé cette culture d'entreprise. Zappos, ils sont extrêmement forts, c'est sur la hotline. S'il y a bien un métier que personne n'a envie de faire, c'est la hotline. Répondre sans arrêt aux appels des clients. Et bien chez Zappos, ils y prennent un malin plaisir. Et tout le monde passe par la hotline avant d'aller occuper son poste en tant que nouvel arrivant. Que l'on soit manager, que l'on soit ingénieur, que l'on soit commercial, tout le monde fait quelques semaines de hotline pour commencer son travail, pour se rendre compte de ce que c'est que la hotline. Et en fait, ils ont une particularité, c'est qu'ils répondent à n'importe quelle question. Par exemple, Tony Hsieh avait fait l'expérience, que ses amis ne pensaient pas que sa hotline était si performante que ça. Et en fait, ils étaient dans un hôtel à Los Angeles, et il leur dit « Ok, bah, bougez pas ». Il appelle la hotline de Zappos, sans se présenter. « Oui, bonjour, alors en fait, oui, bonjour Zappos, que pouvons-nous faire pour vous? C'est pour une commande, c'est pour une réclamation ?» Non, non, pas du tout. En fait, là, je suis à Los Angeles, à cet hôtel, et on voudrait commander des pizzas. Est-ce que vous pouvez nous commander des pizzas, s'il vous plaît? Oui, vous voulez quoi, Regina, machin? Ok. Il raccroche, et 20 minutes plus tard, les pizzas étaient dans la chambre d'hôtel. Parce que la culture de Zappos, le numéro 1,
la première valeur de Zappos, qui est vécue par chaque employé, c'est offrir un service waouh. Offrir un service waouh au client. Même si le client ne va pas directement acheter, on sait bien que ça marque les esprits. Et du coup, les gens, après, ils connaissent Zappos. Autre marque très connue qui est très centrée sur les valeurs et sur l'harmonie, c'est la marque Ben & Jerry's, des glaces Ben & Jerry's. Vous allez sur leur site web, vous trouvez direct un onglet sur les valeurs d'entreprise avec qu'est-ce que ça implique derrière et comment ils voient aussi leur responsabilité écologique, etc. Ce sont des marques qui sont extrêmement centrées sur le service, la satisfaction client et l'harmonie des employés aussi. La métaphore derrière ce paradigme, en fait, c'est la famille. Nous sommes une grande famille et qui partageons les mêmes valeurs et qui véhiculons ces valeurs. Pas beaucoup d'entreprises sont dans ce paradigme-là, mais il y a encore plus loin. Il y a encore plus loin. C'est le paradigme Opale. Les fameuses entreprises libérées. Ça, c'est arrivé à peu près il y a 70 ans. Les premières, l'entreprise la plus connue, c'est Gore, qui fait le célèbre Gore-Tex. Mais avant Gore, il y a eu aussi une entreprise française, en fait, qui est connue pour être un peu pionnière en la matière. C'est les laboratoires Dupont. Les laboratoires Dupont qui fonctionnaient sur ce paradigme-là. Et donc, avant de parler de paradigme, il est intéressant de noter que finalement, l'évolution, vous vous rappelez le slide sur les communications, et en fait, sur le mode d'organisation, c'est pareil. Plus on avance dans le temps, et plus les organisations se sont développées, ont évolué, et évoluent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en 2016. Et en 2016, on a encore des gens qui sont des organisations qui sont dans le rouge, dans le bleu, dans l'orange, le vert et l'opale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de différents modes d'organisation en même temps, qui cohabitent. Maintenant, on va essayer de décrire un petit peu ce nouveau stade, ce qu'on appelle ces entreprises libérées. Libérées, déjà l'expression libérée de qui, de quoi ? Et ça, on me l'a fait plusieurs fois. Alors, vous avez certainement entendu parler à travers les médias, ou dans les relations au travail, dans les amis, ce mot-clé l'entreprise libérée qui commence depuis 2-3 ans à vraiment faire bouger les choses. On parle d'entreprise libérée, on parle d'entreprise organique, on parle d'entreprise connectée, capacitante, 3.0, qui lave plus blanc que blanc. C'est l'entreprise qui va essayer déjà de se mettre au service des employés. L'expression, elle vient de Isaac Getz. Isaac Getz, qui est professeur de leadership. Pour lui, l'entreprise libérée, en fait, c'est lui qui a popularisé cette expression. C'est une entreprise dans laquelle la grande majorité des salariés a la liberté et la responsabilité complète d'entreprendre toute action qu'eux-mêmes pensent être la meilleure pour l'entreprise. C'est-à-dire que la décision est à tous les niveaux. Et n'importe qui prend une décision s'il pense que c'est bon pour l'entreprise. Quelques exemples d'entreprises actuellement qui travaillent avec cette forme d'organisation. On a Soundstrue qui vend des CD, de la musique de méditation. Patagonia qui vend des équipements de trekking. Morningstar, si vous avez été aux États-Unis et que vous avez mangé la sauce tomate là-bas, vous avez une chance sur deux qu'elle a été produite par Morningstar. Heiligenfeld, c'est un hôpital psychiatrique au fin fond de l'Allemagne. Et il y a des gens qui viennent de partout en Europe pour aller se faire soigner là-bas. Buurtzorg, qui est une entreprise d'aide à domicile, donc avec des infirmiers, aux Pays-Bas. Favi, Cocorico, c'est un des précurseurs, qui est une petite fonderie picarde,
de près de 400 employés, donc qui fournit des pièces automobiles aux constructeurs automobiles. HCL Technologies, 50 000 personnes, entreprise indienne de services IT. Sun Hydraulics, Valve, boîte de jeux vidéo. Le groupe Poult, qui est une biscuiterie nantaise. Gore, j'en ai parlé. Chronoflex, qui est entreprise française également. AES, qui était entreprise libérée, qui ne l'est plus. On le verra un peu plus tard pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et chose intéressante, qui commence aussi à évoluer, le service public. Il y a des services publics, notamment la sécurité sociale belge, qui évoluent, en fait, qui ont libéré un petit peu leur organisation. Une personne charismatique, c'est l'ex-patron de Favi, justement, Jean-François Zobrist, qui est un bonhomme qui a un franc-parler, qui a un charisme assez prononcé. Et pour lui, il part du principe que l'homme est bon. Et deuxième principe, on travaille pour chercher l'amour du client. Deux postulats qui vont changer une entreprise complète. Ça a mis plusieurs années, bien sûr. Mais vous allez voir qu'avec des exemples, il a su faire émerger un nouveau modèle sans vraiment savoir où est-ce qu'il allait. C'était juste, pour lui, ce qui était du bon sens. Alors, première révolution, premier vraiment changement majeur dans ces nouvelles entreprises, c'est le self-management. C'est-à-dire l'auto-responsabilisation. J'en ai vaguement parlé tout à l'heure. Dans ces entreprises-là, les décisions sont décentralisées. C'est-à-dire que n'importe qui peut prendre une décision. Chez Favi, par exemple, ils ont eu un client qui a appelé donc le directeur, Jean-François Zobrist. Il fait écoutez, monsieur Zobrist, il m'est arrivé un truc extraordinaire en fait. Hier soir, je suis arrivé en fait, mais j'étais à l'aéroport et en fait il était 20h. Donc j'ai essayé de vous appeler parce que j'avais personne pour venir me chercher. Et finalement, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a emmené en voiture et qui m'a déposé à mon hôtel et tout. Et donc je voudrais remercier cette personne, c'est vraiment bien. Jean-François Zobrist, il fait ah bon, mais je comprends pas. Il n'y avait personne à cette heure-là, normalement, c'est bizarre. Il fait son enquête et il se rend compte qu'en fait, c'est la femme de ménage qui a répondu au téléphone et qui, d'elle-même, a pris la décision de prendre une des voitures de l'entreprise, d'aller chercher le client à l'aéroport, de l'emmener dans son hôtel et de ramener la voiture à l'entreprise. Parce que elle était, pour elle, elle vivait aussi cette valeur-là. On travaille pour chercher l'amour du client. Et donc, cette histoire est assez connue. Et elle montre clairement que voilà, n'importe qui peut prendre une décision sans consulter forcément, sans avoir l'aval de la hiérarchie. Et pour ça, en fait, on utilise l'advice process. L'advice process, c'est une expression de Frédéric Laloux qui a été observé à peu près 12 entreprises libérées et qui a remarqué que finalement, ces entreprises-là, elles ont toutes des similitudes. Elles ne se connaissent pas, elles sont dans des secteurs différents, de tailles différentes, et pourtant, elles ont développé des similarités assez troublantes. L'advice process, c'est une forme de prise de décision. C'est-à-dire que n'importe qui peut prendre une décision, mais il faut respecter deux conditions. La première condition, c'est de chercher conseil auprès des personnes qui vont être impactées par cette décision. Et deuxième chose obligatoire, ça va être consulter un expert dans le domaine. On n'est pas obligé d'être de l'avis de ces personnes-là, on a consulté, mais par contre, on se doit de les consulter. Et après, en fait, on permet d'avoir la sagesse collective, en fait. Dans l'auto-organisation, autre forme assez marquante dans ces entreprises-là, certaines, pas toutes, sont arrivées sur une transparence des salaires. Plusieurs moyens. On a comme chez
Buffer, qui est une entreprise, une start-up californienne, ils ont une formule qui est explicitée par tout le monde, enfin pour tout le monde, qui se base sur le rôle, l'expérience, les accomplissements et l'ancienneté dans la boîte. C'est un sujet délicat. Et donc, trois exemples. Premier exemple, donc Buffer. Deuxième exemple, sur d'autres entreprises qui ont carrément affiché les salaires. Afficher les salaires dans la boîte publiquement. Il y en a plusieurs à avoir fait ça. Et on se rend compte que finalement, ces entreprises-là, au début, ça crée un petit brouhaha, mais que rapidement, ça a calmé les débats. Et les gens, en fait, se sont complètement affranchis du tabou du salaire. Et donc, formule explicite. Et en fait, tout le monde le vit beaucoup mieux. Troisième option, c'est l'argumentaire. C'est-à-dire que chez Morningstar, par exemple, chacun peut venir et fixer lui-même son salaire. Mais vu que c'est transparent, il y a une forme d'autogouvernance, en fait, d'autorégulation, et qu'on ne va pas se mettre 10-15% de plus que le collègue qui a le même poste que nous. Ou alors, on argumente. Et après, c'est validé par les collègues, éventuellement par le supérieur hiérarchique, s'il y en a. Mais après, c'est fait en bonne intelligence. Et Morningstar, ils vont plus loin, c'est que chaque année, ils demandent aux gens, dans leur entretien d'évaluation, qu'est-ce que tu as fait, comment as-tu contribué à l'entreprise, qu'est-ce que tu demandes en termes d'augmentation. Et donc, argumentaire. Et parfois, c'est très rare, mais c'est arrivé, que parfois la personne, elle demandait une prime, et qu'ils ont dit, en fait, compte tenu de ce que tu as fait, compte tenu des retours qu'on a sur toi, tu mérites mieux. Et donc on leur donne plus que ce qu'ils ont demandé en augmentation. Et en fait, dans ces entreprises-là, un fait intéressant, c'est que l'écart entre la personne la plus payée et la personne la moins payée est complètement c'est complètement rapproché. C'est à peu près un facteur de 7 en moyenne. Là où dans certaines multinationales, on a un facteur de 300, entre le CEO et l'ouvrier en bas. Dans ces entreprises-là, le facteur ne dépasse pas 7. Donc il y a une homogénéisation des salaires et une transparence des salaires. C'est généralement, on a des sujets qui prennent le plus de temps. Poult, en ce moment, entreprise française de biscuits, ils sont sur cette partie-là. Ils sont en train de voir comment est-ce qu'on peut faire transparaître les salaires et puis éviter les abus, etc. Autre changement majeur, donc on a vu le self-management, maintenant ça va être finalement l'être soi-même, la plénitude de soi-même. C'est-à-dire, dans les entreprises, on constate beaucoup beaucoup de personnes viennent avec un masque. On n'est pas, venez comme vous êtes, c'est pas vraiment ça, quoi. On doit avoir, par exemple, les gens qui sont musiciens, qui ont un petit look de musicien, ouais, non, mais là, dans l'entreprise, on va peut-être pas mettre un t-shirt, on va mettre une chemise, parce que voilà, c'est pour le client, c'est bien d'avoir une cravate aussi. Il y a ça, il y a après aussi le fait, dans chacun d'entre nous, nous avons une part masculine et une part féminine. La part masculine, c'est l'ego. C'est vraiment, on prend des risques, on va de l'avant, et on essaie d'être fort. Et beaucoup d'entreprises, si vous regardez la série télé Mad Men, c'était que ça. On ne valorise que ce comportement-là. Vraiment la loi du plus fort. La part féminine, c'est là où on va avoir toute la notion d'écoute aussi et d'empathie. Et de faire les choses plus en douceur. On n'est pas obligé d'hurler pour se faire entendre. Donc déjà, la part féminine dans les entreprises, on la met de côté. Puis après, il y a aussi le côté les émotions. Les émotions dans les entreprises, c'est malvenu. Donc on met ça de côté aussi. On met le côté émotionnel. On met notre côté spirituel. La méditation, pas forcément uniquement la religion, mais tout ce qui est juste méditation.
quelqu'un qui fait du sport aujourd'hui à midi, on trouve ça parfaitement normal. Il y a 50 ans, ce n'était pas le cas. Maintenant, quelqu'un qui fait de la méditation aujourd'hui à midi, certains vont dire encore c'est bizarre. Dans ces entreprises-là, il y a des cas, c'est parfaitement toléré et même conseillé de prendre un peu de temps sur soi pour méditer, pour penser un petit peu. Toutes ces entreprises-là ont un point commun, c'est qu'absolument tous les employés sont formés aux interactions et à la communication non violente. Donc le petit bonhomme, c'est l'OSBD. Hein. J'observe, voilà, on est sur les faits. J'ai le sentiment, j'amène mes émotions. J'ai mes besoins, voilà, moi j'ai besoin de ça. Et donc, je formule une demande. Voilà. Toutes ces personnes-là, qui travaillent dans cette société-là, sont formées à la communication non violente. Les célébrations aussi, célébrations et remerciements. C'est-à-dire que les gens prennent le temps de se remercier. Les gens prennent le temps de raconter des histoires, de raconter leur histoire, de faire du storytelling. Donc. Là, c'est un exemple chez ISBZ, qui est une école à Berlin. Et en fait, dans cette école, c'est très particulier parce qu'il y a une forme d'auto-organisation. Il n'y a pas une pure transmission top-down du savoir, mais en fait, c'est plus les professeurs sont plus en mode guide, mentor, et vont aider les élèves à se développer. Et tous les vendredis après-midi, les élèves ils se réunissent dans un gymnase et ils vont prendre le micro, prendre la parole pour raconter leur histoire. Donc ça développe forcément l'art de la présentation orale, le storytelling, mais aussi le partage. Le partage est finalement, quand on voit le succès de l'école, qui est devenue une école exemplaire en Allemagne, ça favorise l'entraide. Dans les écoles, on voit souvent la collectivité, finalement, c'est tricher. Être collectif, c'est tricher. Être individuel, on est le meilleur et on est le premier de la classe. Dans cette école-là, en fait, non. On apprend aux élèves à travailler en groupe, à collaborer, à partager, à communiquer. Et dans les entreprises comme Soundstrue ou d'autres, on va même plus loin, où des fois, on a vraiment un espace où on médite. Et on médite sur, quelle est notre place au sein de la société? Quelle place a notre entreprise dans le monde? Et comment est-ce qu'on peut évoluer? Un point important, c'est que dans ces entreprises-là, on met l'ego de côté. On met l'ego de côté. Cet exemple, en fait, avec les timbales, c'est chez Heiligenfeld, donc les hôpitaux psychiatriques. Dans les réunions, toutes les salles de réunion ont des petites timbales, comme ça. Et au début de chaque réunion, on demande, y a-t-il quelqu'un qui veut aujourd'hui être responsable des timbales? Et donc la personne qui est responsable des timbales, son rôle, ça va être de les faire sonner si, à un moment donné, pendant la réunion, il y a des personnes qui font preuve d'ego, en fait, et qui imposent leur ego sur tel ou tel sujet divers ou telle prise de décision. À ce moment-là, la personne responsable des timbales fait sonner les timbales, et tant que ça résonne, tout le monde doit se taire. Voilà, c'est à peu près le temps qu'une timbale résonne. Et il paraîtrait que même que maintenant, les gens ce processus est tellement ancré dans l'entreprise que le simple fait qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour aller chercher les timbales, les gens disent « Ah pardon, excusez-moi, non c'est bon, c'est pas la peine, j'ai compris ». Et voilà, et les débats se font à tête reposée, sans ego. Autre fait important, c'est le savoir-être. On cultive le savoir-faire, c'est bien. Mais on cultive surtout le savoir-être avant tout. On a des chartes. Par exemple, c'est RHD. Donc RHD, c'est Resources for Human Development, qui est une association à but non lucratif, qui fournit des espaces, des espaces de travail productifs. Ils ont des valeurs. Et donc toutes ces entreprises ont des valeurs, un peu comme vous vous rappelez Zappos, Ben & Jerry's.
dans les entreprises libérées, c'est pareil. On a aussi des valeurs. On a aussi des valeurs qu'on partage. Des comportements que l'on va proscrire et des comportements que l'on va valoriser. Et ça, c'est explicité. Tout est explicité. Que ce soit les résolutions de conflits, que ce soit les valeurs, les comportements qui sont bien valorisés ou pas. Tout est explicité. Dans des chartes, dans des culture books. Vous avez le culture book de Zappos, par exemple. Tout ça, c'est vraiment marqué noir sur blanc. Troisième et dernier changement majeur dans ce nouveau modèle, c'est une raison d'être évolutive. Alors, tout d'abord, raison d'être. La raison d'être, c'est finalement ce qui va inspirer les gens. C'est leur donner du sens au travail. Chez Favi, la raison d'être, c'est pas de faire du chiffre d'affaires. François Aubry dit que le but d'une entreprise, ce soit de faire de l'argent, ça n'a pas de sens. Faire de l'argent, c'est la résultante de l'activité de l'entreprise. C'est comme si on disait, le but de la vie, c'est de respirer. L'argent, c'est ce qui permet de respirer à l'entreprise. Mais par contre, il faut lui donner un sens qui va au-delà de ça, pour motiver les gens. Favi, donc, sa raison d'être, c'est de garder leur petite usine pour donner de l'emploi au village d'Alencourt. C'est pas d'éclater la concurrence, d'être numéro 1 ou de révolutionner l'automobile. Non, non. Leur raison d'être, c'est on est là pour garder de l'emploi pour Alencourt et ne pas délocaliser en Chine ou ailleurs. Aujourd'hui, Favi, c'est la seule entreprise en France et en Europe qui exporte en Chine. Et pourtant, c'est du 100% made in France. Et ils exportent en Chine. Donc il y a quand même des vrais résultats sur cette façon de voir les choses. Ici, la métaphore, c'est un peu l'organisme vivant. C'est un organisme qui évolue constamment. C'est pour ça que la conduite du changement, finalement, il n'y en a jamais vraiment, la conduite de changement, des transformations, tout ça dans ces entreprises-là, parce qu'elles vivent avec le changement. Le changement, il est perpétuel. Et enfin, un autre exemple qui est frappant, c'est que nombre de ces entreprises n'ont pas de stratégie. Elles ont une raison d'être qui est très forte, très intense. Patagonia, qui vendent des équipements de trekking, leur raison d'être, c'est pas de faire du business. Leur raison d'être, c'est de fournir des équipements aux personnes pour qu'elles puissent découvrir les merveilles de la nature. Et ils sont très très engagés là-dessus. Faire découvrir un maximum de monde la nature et ses beautés. Buurtzorg, donc l'entreprise des Pays-Bas, qui, pareil, résultat spectaculaire, créé en 2007. Aujourd'hui, plus de 7000 personnes et a récupéré 70% des parts du marché de l'aide à domicile aux Pays-Bas. En moins de 8 ans, ils ont pris 70%. C'est une entreprise en fait, où tout le monde est organisé en petites équipes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, aux Pays-Bas, ils ont tout un système d'aide à domicile. Donc l'aide à domicile, c'est quoi? C'est par exemple les personnes qui ont été hospitalisées et qu'on ramène chez elles, elles doivent avoir des soins quotidiens. Et donc il y a des infirmiers, des infirmières qui viennent à domicile et pour donner, changer les pansements, faire des piqûres, donner des médicaments, etc. Avant que Buurtzorg ne se développe, la plupart du temps, en fait, il fallait faire une organisation scientifique du travail. Ça va vous parler certainement, où on devait optimiser les trajets des infirmiers. On devait optimiser leurs interventions, à tel point que, pour faire un maximum de soins, là, en fait, on a... tu as 1 minute pour faire le changement de bandage d'un bras, tu as 3 minutes pour faire la seringue, et après, c'est bonjour, au revoir. Et tout était chronométré. Et les infirmiers en ont eu marre. Ils en ont eu marre de ça. De ne pas avoir le contact humain avec les personnes et de pouvoir juste faire des soins corrects.
Donc l'un des infirmiers, donc Joss de Bloch, a créé sa boîte et il a dit en fait, nous en fait le but, la raison d'être, c'est de réhabiliter le plus vite possible les patients, qu'ils deviennent le plus rapidement possible autonomes. Et donc maintenant les infirmiers de chez Buurtzorg, ils prennent le temps qu'ils veulent. Ils prennent un café, ils vont discuter, ils parlent. Ils sont en équipe auto-organisée dans les secteurs, dans les pâtés de maison. Et ils communiquent tous via un intranet central. Donc 7000 personnes qui communiquent via un intranet central où tout le monde est très très actif, parle, échange sur des sujets, etc. Ils ont... il y a une étude en 2009 de Ernst & Young qui a montré que finalement, leur façon de faire, ils étaient 40% plus efficaces que les autres sociétés classiques d'aide à domicile. Et ils passaient en moyenne, traduction, ils passaient en moyenne 40% moins de temps finalement avec les patients. Ils prenaient le temps de discuter avec eux et finalement les patients aussi étaient beaucoup plus réceptifs et bizarrement, ils guérissaient plus vite. On parle de stratégie. Chez Buurtzorg, en fait, finalement, ils se sont dit, il y a une équipe qui s'est concertée, qui parlait de, ok, mais on a des gens qui étaient en convalescence suite à des fractures et qui nécessitaient de la rééducation. Et donc, ils ont travaillé avec des kinésithérapeutes, avec d'autres spécialistes, pour finalement aider au mieux possible les personnes convalescentes. Et ils ont du coup créé, ils ont proposé, les gens ont parlé, machin, et puis ils ont créé, ça s'est créé naturellement. C'est pas venu du patron, c'est venu des employés. Ils ont créé naturellement une filiale qui s'appelle Buurtzorg Plus, qui fournit des services en plus, qui ne sont pas de l'ordre de l'infirmerie, mais de la rééducation, kiné, etc. Il y a d'autres exemples aussi, justement, où des entreprises les employés eux-mêmes ont évolué vers d'autres stratégies. Et c'est pas venu du CEO, jamais. Donc, en résumé, self-management, donc autogouvernance, être pleinement soi-même, donc cultiver son savoir-être, cultiver sa communication, cultiver le partage, et avoir une raison d'être évolutive, inspirante, et non pas figée, cloisonnée avec des stratégies à long terme. Donc des entreprises comme Gore. Alors Gore, faut savoir, c'est que pareil, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, c'est un ingénieur qui développait, qui cherchait un produit, et en fait, c'était un accident de parcours. C'était un accident de parcours, et que finalement, son produit, alors je ne sais plus ce que c'était à l'origine, mais il s'est rendu compte qu'effectivement, c'était complètement hydrophobe, pardon. Et du coup, il s'est dit, ouais, mais si on applique ça sur des vêtements, c'est génial, quoi. Et c'est venu comme ça. Une raison d'être totalement évolutive. La métaphore, donc, c'est un organe vivant. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans ce nouveau paradigme, finalement, sans se concerter, des dizaines d'entreprises à travers le monde ont créé de nouveaux patterns, de nouvelles formes d'organisation. Ils ont créé des nouvelles pratiques. Voilà. Des nouvelles pratiques qui vont finalement se ressembler pas mal. Et ça sur divers points. Première catégorie, ça va être sur la structure de l'organisation en elle-même. Comment les entreprises ont-elles évolué? Eh bien, d'abord sur la structure de l'entreprise pure et dure, on a des équipes autonomes. La hiérarchie est beaucoup plus aplatie. On a des équipes qui vont être autonomes, c'est-à-dire qui vont prendre elles-mêmes des décisions, qui vont s'organiser comme elles le souhaitent. Chez Favi, chaque équipe est centrée autour d'un client. Il n'y a pas de chef, il n'y a que des leaders qui conseillent. Les commerciaux sont sur le terrain, dans les usines avec les personnes, et les gens s'autogèrent. C'est presque de l'autogestion.
pour un client. Donc, on a les clients Volvo, le client Audi, le client Fiat, etc. Beaucoup d'entreprises ont aussi des coachs. Font du coaching pour aider les gens. Que ce soit management, top management, ou les ouvriers, les opérationnels. Certaines entreprises font appel au coaching pour justement les aider à évoluer, à se dépasser, à progresser. La coordination, attention ça pique, la coordination, il n'y a plus de quoi dire. Chez Chronoflex, donc petite entreprise de 400 personnes après en France, avec son ancien patron Alexandre Gérard, Alexandre Gérard disait que il se refusait d'assister aux réunions. Parce qu'il savait que rien que le fait d'être présent à la réunion, ça biaisait complètement les décisions qui étaient prises. Du coup, il s'est dit, ok, lâcher prise. Faire lâcher prise et puis on se recule et on les laisse faire le boulot. Et les décisions seront bien meilleures. Donc, plus de quoi dire. Les réunions, en fait, elles sont pas obligatoires. Elles se font juste au besoin. Il n'y a rien de planifié à l'avance. D'ailleurs, il y a beaucoup moins de réunions dans ces entreprises-là qu'ailleurs. La gestion de projet est grandement simplifiée. Chez Sun Hydraulics, par exemple, ils ne s'embêtent plus à faire du budget, à faire des planifications, avec des critères de succès, avec des jalons, etc. Ils font, et ils voient ce que ça donne, et puis ils s'adaptent. Ils ne planifient pas. Il n'y a pas de chef de projet. Il n'y a que des équipes auto-organisées, parce qu'on considère que finalement, l'information, la décision se fait là où il y a l'information. Et qui a l'information dans ces entreprises-là? Ce n'est pas le top management, c'est les opérationnels qui ont l'information. Donc voilà, peu voire quasiment pas de planning ni budget. Bien sûr, toutes les entreprises, toutes ces pratiques que je vous cite, les entreprises n'ont pas toutes intégré ces pratiques-là, mais quand on regarde l'ensemble, quand on regarde le tout, on voit toutes ces pratiques. Les fonctions support, il y en a beaucoup moins. Chez Favi, par exemple, ils n'ont pas de RH. C'est chaque équipe qui gère elle-même son propre recrutement. Ses licenciements, etc. Pas de fonction support. Les anciennes fonctions support, finalement, les gens deviennent plutôt des conseillers. Ils conseillent les gens pour les aider. Et ces fonctions-là se créent au besoin. Maintenant, la partie RH. RH, pour ressources humaines, je ne sais pas si vous avez déjà regardé la définition de ressources dans le Larousse, mais je ne comprends pas comment on peut l'appliquer finalement à l'humain. Des ressources minérales, des ressources financières, ok? Mais des ressources humaines. Et bien, là encore, la définition que beaucoup reprennent, c'est RH, c'est rendre heureux. On voit des postes émerger, comme on n'a plus de direction des ressources humaines, mais on a des Chief Happiness Officers. Voilà, des directrices du bonheur. Laurence Vanet, qui a travaillé au ministère de la Sécurité belge, s'est proclamée justement directrice du bonheur. Et ils ont du coup restructuré complètement le ministère, sans l'aval des ministres, demandé le pardon plutôt que la permission. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui s'est passé? En donnant en fait des bureaux volants et l'obtention du droit de télétravail, ils ont permis aux employés de travailler de chez eux. Les dossiers, avant cette transformation, les dossiers prenaient 18 mois de traitement en moyenne. Maintenant, ça prend 4 mois et demi. Et c'est de l'administration. C'est de l'administration, c'est de la bureaucratie à l'état pur. Et pourtant, même là, on a réussi. Les gens ont réussi. En donnant de la liberté aux personnes, d'accroître significativement les performances. Imaginez ça, si toute l'administration était dans ce mode-là, je ne sais pas ce que ça donnerait, mais ça laisse rêveur. Donc, RH, directrice du bonheur, et bien en fait, le recrutement se fait par les futurs collègues.
Et chaque personne qui est recrutée, en fait, ben, on doit la recruter, il faut qu'elle soit en phase avec la raison d'être de l'entreprise. Si on dit, ok, bah, Favi prend un manager et que le mec dit, ah non, mais moi je veux recruter pour qu'on délocalise, pour qu'on soit plus rentable, bah non, t'as pas compris là, non. L'intégration, alors ça c'est important, l'intégration se fait systématiquement et sur plusieurs semaines, c'est très long, mais toutes les personnes ont un parcours d'intégration, toutes les personnes ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, une formation sérieuse à la communication non violente et aux interactions, au savoir-être. La formation, eh ben en fait, il y a une liberté totale. N'importe qui peut se former sur n'importe quoi. Il n'y a pas de contrôle. Le contrôle, en fait, Jean-François Aubry disait, il y a 3% de personnes qui ne respectent pas les règles. Pourquoi est-ce qu'on mettrait du contrôle sur 100% des employés juste pour fliquer les 3%? Il y a une entreprise qui, alors c'est RHD, où en fait il y a une employée qui a eu finalement, elle a offert une des voitures de la société à son fils. Donc abus de bien social. Elle n'a pas respecté les règles. Bien sûr, elle a été renvoyée, mais l'entreprise a été mise à mal après. Les gens disaient non mais il faut remettre du contrôle, ça va pas du tout. On ne peut pas faire confiance aux gens. La direction a tenu bon, ils ont dit non mais on ne rajoute pas de contrôle. Les employés de toute façon se sont concertés après, ils ont dit non on ne rajoute pas de contrôle. Et quand ils ont fait le bilan financier, sur 36 ans, l'entreprise a généré à peu près 1,433 milliards de dollars. Les pertes liées au vol et aux abus, 325 000 $. Donc c'est même pas un millième. Donc ils disent voilà, on rajoute du contrôle pourquoi? Pour fliquer, pour priver de liberté 100% des gens, juste pour même pas un millième du chiffre d'affaires, ça vaut pas le coup. Et ça coûterait beaucoup plus cher de mettre quelqu'un à temps plein, pour surveiller les gens, ça coûterait beaucoup plus cher quand on y pense. La formation, donc, tronc commun. Beaucoup de gens sont formés sur une base commune. Les titres de poste, les intitulés de poste, eh ben là-bas, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Chez Gore, tout le monde est associé. Ou collègue, chez Morningstar. Nous sommes tous collègues. Il n'y a pas des supérieurs hiérarchiques. Non, on est collègues. S'il y a encore des titres, c'est que c'est grandement simplifié. Il y a, ok, t'es ingénieur logiciel, ok, t'es manager, ok. Il n'y a pas de senior software solution architect à rallonge, quoi. Non, c'est... on fait au plus simple. Les postes ne sont pas figés. C'est plus des fonctions qui sont... en fait, on donne des rôles qui sont fluides. L'holacratie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'holacratie. En fait, donc c'est Brian Robertson qui a inventé ce modèle. En fait, j'en ai discuté avec Bernard Marie-Chiquet, qui est le coach officiel en France qui met en place l'holacratie, et qui me disait que finalement, l'holacratie, c'est un modèle, c'est une proposition, qui permet d'accélérer grandement la transformation d'une entreprise vers un modèle d'entreprise libérée. Voilà, c'est pour initier un chemin. Dans l'holacratie, c'est important qu'il dissocie complètement le rôle et l'individu. Un individu peut avoir plusieurs rôles, un rôle peut être partagé par plusieurs individus. Et nous, on expérimente depuis plus d'1 an au sein de SWAT Agile, donc les cellules de coach, on a 8 coachs. On expérimente depuis plus d'1 an en fait, ce modèle-là, l'holacratie. On a une équipe auto-organisée, on n'a pas de manager, on est directement les directeurs fondateurs. Et en fait, on a des rôles, on a des rôles fondamentaux, comme de coach, formateur, conférencier, mais on a des rôles aussi liés à notre organisation dans la société. Et ces rôles peuvent, on les fait tourner comme bon nous semble, selon le besoin qu'on a et nos motivations. Et donc les rôles, ça peut être l'interface avec la direction, l'interface avec les communications, l'interface avec les ressources humaines.
Et donc, ouais, on s'est organisé comme ça. Donc, on expérimente, on fait évoluer. Mais c'est super intéressant. Et donc, notre type de job, finalement, c'est plus des intitulés de poste, c'est des rôles. C'est juste des rôles. L'équilibre pro-perso, pareil, grandement modifié. Parce que, en fait, discussion France sur le sujet. Je parlais effectivement de l'exemple sur le ministère de la Sécurité belge, Sécurité sociale belge, pardon, avec son télétravail. Effectivement, là, l'équilibre vie pro-perso, ben, on l'organise comme on veut finalement. Grande flexibilité. Les performances, on va se focaliser énormément sur la performance d'équipe, plus que sur les performances individuelles. L'évaluation ne se fait pas par un supérieur, elle se fait par les gens avec qui on travaille au quotidien. Et alors chez Google, ils utilisent beaucoup ça, aussi, un entretien d'évaluation. L'entretien d'évaluation, quand il y en a, c'est finalement, on ne va pas évaluer les performances, on va plus évaluer l'apprentissage. Qu'est-ce que vous avez appris? Comment est-ce que vous êtes développé? Et comment vous voulez vous développer? Il y a vraiment ce côté développement humain, très très ancré. La rémunération, donc voilà, là c'est un sujet épineux qui met énormément de temps à évoluer. Le salaire transparent, ou fixé par chaque salarié, avec correction du groupe. Pas de prime, mais partage égalitaire du profit. Chez Chronoflex, ils ont des primes. Primes globales, primes par équipe, et primes individuelles. Et ils ont fait 15%, 15%, 15% de la marge réalisée. Et donc, n'importe qui aura une promotion, une prime, pardon, si l'entreprise va bien. Si l'entreprise génère une marge, eh ben, tout le monde aura une prime. Chez Favi, en 2011, chaque employé, qu'importe son poste, est parti avec une prime de 3 000 €. La prime, elle n'est pas proportionnelle à la responsabilité. Vu que tout le monde a la même responsabilité, tout le monde a la même prime. La course à la promotion, en fait, elle n'a plus lieu d'être. Parce que du coup, on réorganise nos rôles comme on veut. Les managers peuvent évoluer en rôle de conseiller, de leader, ou même de revenir sur l'opérationnel. Mais il n'y a pas de course à la promotion. On se réorganise comme on veut. Et on incite fortement les gens à sortir aussi de leur zone de confort. C'est-à-dire à s'exprimer sur d'autres sujets que les siens, pour avoir une vision un peu plus systémique, avoir une vision un peu plus de l'ensemble et des interactions entre les systèmes. Et le licenciement, comment ça se passe le licenciement? Eh bien dans les faits, il y en a très peu. Il y en a, bien sûr, mais c'est la dernière étape d'une résolution de conflit. La résolution de conflit, elle est explicitée. Les processus sont décrits, noir sur blanc, et tout le monde les connaît. Chez Morningstar, par exemple, ça se passe en plusieurs phases. La première phase, c'est OK, il y a un conflit. Les deux personnes se mettent autour d'une table et discutent. On n'arrive pas à se mettre d'accord. On fait venir une troisième personne, un médiateur, qui va essayer de parler et de trouver un consensus. Si ça ne marche toujours pas, là, on peut remonter à la direction qui viendra, juste pour arbitrer, entre guillemets. Et si il y a vraiment très très peu on arrive à une impasse, là il se fait un licenciement. Dans les cas, c'est très rare. Chez Chronoflex, ils ont un cas aussi intéressant où en fait c'est l'entreprise, une des ce qu'ils appellent les speedboats, en fait c'est rien à voir avec le jeu d'Innovation Game que certains connaissent. C'est le nom qu'ils donnent aux équipes auto-organisées, qui sont centrées sur des mini-usines en fait. Donc les speedboats, il y avait un speedboat où finalement, lors d'une réunion, tout le monde a dit non mais ce gars-là, on ne veut plus travailler avec lui. Et donc les mecs, voilà, chacun passe un à un, et tout le monde dit bah non, lui on ne peut plus travailler avec toi, on peut plus travailler avec toi. Oh my God. Alors là il y avait le directeur qui était là, qui entend ça, qui fait putain, c'est violent quoi. Et du coup ce qu'il a fait c'est qu'il a dit, il a été voir le bonhomme après, et puis il lui dit bah voilà, visiblement il y a un problème avec l'équipe. Donc il y a deux solutions. Soit tu vas
soit tu es d'accord avec ce qu'on te dit, avec les feedbacks qu'on t'a donnés, et puis tu vas t'adapter. Soit tu préfères partir et puis on te trouve une sortie honorable. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et puis finalement, la personne n'était pas forcément, voulait pas forcément travailler dans ce mode-là, avait plus besoin d'être cadrée. Et donc du coup, elle a décidé de partir et ils ont trouvé une sortie honorable en allant plus loin. Et c'est là où je reviens, c'est que c'est devenu une occasion de progrès. Parce qu'en fait, ils l'ont aidé dans sa démarche à trouver un autre emploi et avoir quelque chose qui lui correspondrait mieux. En fait. Ils l'ont pas lâché comme une vieille chaussette et ils ont dit non, c'est ok, d'accord, on travaille plus ensemble, mais toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Comment est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce qu'on peut t'aider déjà? Et voilà. Les mauvais travailleurs, finalement, aussi sont relégués et sont mis de côté à l'écart par les équipes qui s'autorégulent. En fait. Chez Favi aussi, ils avaient une histoire avec un employeur, un commercial avec qui plus personne ne voulait travailler. Et puis, du coup, il va voir Jean-François Zobris, il dit écoute, là, les gens, ils ne veulent plus travailler, plus personne, je vais dans les différentes équipes, plus personne ne travaille avec moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Et le patron, il fait je sais pas, fais quelque chose, prends un balai, nettoie, rends-toi utile. Donc, le mec, il est revenu le lendemain, mais sur le lendemain, il est parvenu, il est parti. Et ce qu'il s'est fait, il est parti de son propre chef. Mais c'est l'équipe, derrière, les équipes qui ne voulaient plus travailler avec lui et qui ont dit non, mais on ne veut plus travailler avec toi. Et donc, le système s'est régulé et les mauvais travailleurs, finalement, se sont éjectés du système. La vie quotidienne, comment ça se passe? Comment ça se passe? Eh bien, les bureaux. Les bureaux. Eh ben, on n'est pas dans l'univers grisâtre, dans l'approche lean qu'il y avait eu à une époque, avec tous les bureaux de la même façon, agencés de la même façon, tout ça. Non, les bureaux, ils sont vivants, ils sont chaleureux, ils sont décorés, ils sont personnalisés. Il n'y a pas de marqueur de statut aussi. Alors ça peut faire bizarre. De voir le directeur général assis à côté de l'employé, n'importe quel employé. Pas de bureau figé, pas de place de parking réservée. Tous ces privilèges et marqueurs de statut sont purement et simplement dissous. Dans les meetings, donc, on en a parlé, effectivement, les modes de fonctionnement assez particuliers, propres à chacun, mais ils ont des règles spécifiques pour conduire les meetings, les facilités. Et tout le monde s'exprime au même niveau. On met l'ego de côté, tout le monde se met au même niveau. La prise de décision, on l'a dite, décentralisée. Les conflits, résolution de conflits. Le processus est explicité, donc. Tout le monde est formé à la résolution de conflits, ça c'est important. N'importe qui doit avoir les billes pour résoudre un conflit si jamais il y a un conflit. Le savoir-être, encore une fois. Circulation de l'information, finalement l'information, là où dans les entreprises classiques pyramidales, on a l'information qui est au-dessus, en fait, et qu'on redirige au compte-gouttes, parce que l'information est le pouvoir, dans les entreprises libérées, en fait, la pyramide est renversée. Et en fait, les gens de la direction supportent les opérationnels, et l'information, elle est là où se trouvent les opérationnels. Et c'est là où ils font de la valeur. Et là où ils prennent les meilleures décisions. Et donc, la circulation de l'information se fait de manière beaucoup plus fluide, transparente, au point d'inviter l'extérieur à émettre des suggestions pour aider. Parfois, voilà, on peut avoir des gens extérieurs qui peuvent apporter leurs conseils. Ah oui, mais moi je verrais ça comme ça, etc. Ah ouais, d'accord. Les valeurs, on en a parlé, explicitées, transparentes, transposées en règles de comportement. Avoir des valeurs, c'est bien. Mais parfois, les faire évoluer, c'est encore mieux. Et donc, là encore une fois, il y a des processus pour permettre de remettre en question les valeurs, et de savoir est-ce que c'est toujours nos valeurs, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire de différemment, de plus bénéfique. Les espaces de recueillement, il y a des salles de repos. Google est assez connu pour ça, mais il n'y a pas que Google. Il y a plein d'entreprises qui ont des salles de repos.
Méditation de groupe. Chez Soundstrue, ils font une méditation, je crois que c'est tous les mois, ils ont un espace, un grand rassemblement où chacun peut méditer. Pratique de recueillement en grand groupe, supervision de groupe, coaching. Et dans ces entreprises, comme vous voyez dans le paradigme précédent, on était sur l'ordre de la famille, de l'harmonie, ben là on a toujours ça. On a toujours ça. Parce qu'en fait, si vous vous rappelez un petit peu le schéma avec l'évolution des modes d'organisation par rapport aux couleurs, quand en fait on passe à un stade supérieur, on englobe tous les stades précédents. C'est-à-dire qu'on a accès à toutes ces formes d'organisation qui sont sous-jacentes. Donc on peut très bien retomber dans le rouge si jamais il y a quelqu'un qui fait une grave erreur, enfin, qui est vraiment dans un comportement horrible, ben on peut faire preuve d'autorité et puis le dégager. Mais ça reste très rare. On essaye surtout d'être dans l'harmonie quand même. Et donc la construction de l'esprit de groupe, elle passe par une forme de narration pour justement apprendre aux gens à partager leurs histoires, à inspirer les gens. Quand vous partagez des success stories dans la conduite d'un changement, on parle toujours de faire des quick wins et puis de partager des histoires. Pourquoi? Parce que les histoires, ça inspire. Les histoires, c'est porteur de sens aussi. Voilà ce qu'on fait, on a réussi ça et voilà ce que ça donne. Pourquoi on le fait? Enfin, quatrième point, les processus. Il y a des processus, il y a des règles, à commencer par tout ce qui touche à la raison d'être. La raison d'être, en fait, l'entreprise, c'est un organisme vivant. Et chose très très importante, et qui n'est pas forcément appliquée dans toutes les entreprises qu'on a vues, mais dans certaines en tout cas, le concept de concurrence est dépassé. Il n'y a plus de concurrence. On est tous dans le même bateau pour avancer vers un objectif qui est beaucoup plus grand que l'entreprise. Et via des outils adaptés, comme un intranet, ou des réunions, des cérémonies d'écoute, méditation, etc., les gens sont à l'écoute et se disent « Ok, mais vers où on veut aller? Et vers où ça fait sens qu'on y aille ?» Chez Buurtzorg, finalement, le patron, entre guillemets, Jos de Blok, il fait du conseil pour d'autres entreprises concurrentes, gratuitement. Parce qu'il se dit, le mec, tout simplement, ils ont le même but que moi. Ils aspirent à guérir les gens plus rapidement. Donc moi, je vais les aider, au contraire. Et du coup, les entreprises viennent le voir, on dit, regarde, même les entreprises concurrentes viennent le voir et disent, est-ce que tu ne pourrais pas nous aider, nous aussi, à mettre en place cette démarche que tu as instaurée, etc., pour qu'on soit plus performant et qu'on soigne plus de gens. Donc là, dans ces cas-là, effectivement, vous allez me dire, le concept marche très bien dans l'humanitaire, et si vous êtes dans le pétrole ou tout ça, ça marche moins bien. Je vous dis, oui, c'est pas faux, mais il y a quand même pas mal de métiers et de cœurs d'industrie où on peut arriver à ça. La stratégie, finalement, elle émerge. Elle n'est pas décidée en haut, elle émerge de l'intelligence collective de toute l'entreprise. L'innovation, et en fait, on ne cherche pas à s'adapter forcément au marché, mais on s'adapte à juste ce en quoi on croit. Et du coup, de là émerge notre produit. C'est la raison d'être. Patagonia, ils se sont mis sur le marché, c'était pas pour faire de la concurrence à Quechua ou autre. C'était parce que voilà, on veut faire découvrir la nature. Alors, la gestion des fournisseurs. Eh ben, dans ces entreprises-là, on cherche à travailler avec des gens qui sont en phase avec nous et avec nos valeurs. S'ils ne sont pas avec nos valeurs, on ne va pas travailler avec eux, quitte à perdre une opportunité ou autre. Les achats, n'importe qui peut faire des achats. Si on respecte l'advice process, avec le conseil, n'importe qui peut prendre la décision de consommer le budget de l'entreprise sur telle ou telle activité ou opportunité, ou moyen, etc. Après, les équipes discutent des programmes d'investissement. Quand il y a des investissements très lourds, en fait, les gens vont discuter entre eux, parce que l'information, elle circule naturellement partout, à tous les niveaux. Quelqu'un a une idée, ça va émerger, et puis après, on peut lancer une énorme décision comme ça. Les ventes, le marketing,
Patagonia, encore une fois, Patagonia, ils ont économisé, je crois que c'était plus de 12 tonnes d'emballage par an. Parce qu'en fait, ils ont supprimé carrément tous les emballages plastiques avec fermoir et tout ça pour leurs produits. Et ils ont dit, OK, on va faire juste des emballages avec juste des cartons recyclés et très très simple. Et le marketing au début était réticent parce qu'ils disent, ouais, mais les clients en face, les concurrents en face, ils mettent du lourd dans le marketing. Ils mettent des jolis packages avec des boîtes en métal, avec des choses super flashy, plastiques. Et nous, on a juste une bête en carton et les produits ils sont visibles comme ça. Un peu sceptiques, mais ils ont quand même fait le pari d'y croire. Et ils se sont rendus compte, en fait, finalement, ça a boosté les ventes de 25%. Parce que les gens, en fait, ils avaient juste un packaging très très simple et ils pouvaient mesurer la qualité du produit en touchant le produit. Voilà, ils pouvaient, et donc, du coup, ils ont non seulement économisé 12 tonnes d'emballage par an, donc tout un process de marketing, mais en plus, ils ont eu d'autres clients. Pas d'objectif de vente. Chez Favi, par exemple, les commerciaux ne sont pas objectivés sur les chiffres de vente. Ils disent pas j'ai ramené pour 1 million d'euros de carnet de commandes. Ce qu'ils disent, c'est j'ai ramené du travail pour 10 personnes. Voilà, changement de vision des choses. Planification, budget contrôle, on en a parlé, c'est basé vraiment sur OK, je ressens ce qui se passe et j'essaye de répondre à un changement. Le budget, en fait, il y a un mouvement qui s'appelle le Beyond Budgeting, justement, qui a été mis en place chez Statoil, qui est devenu une des compagnies pétrolières les plus prolifiques. Bon, bien que c'est du pétrole, côté environnement, on a vu mieux. Mais en tout cas, ils ont complètement revu leur gestion du budget. Et il n'y a pas de budget à l'année. Il y a des fenêtres budgétaires. On itère, on évolue, on s'adapte. Mais il n'y a pas de budget cloisonné et qu'on décide à l'avance, tiens, toi t'auras ça, toi t'auras ça, toi t'auras ça, toi t'auras ça. Non. On décide sur le moment et décision collégiale, encore une fois, prise de décision partagée par tout le monde. On y va. Solution itérative, donc plutôt que de rechercher la solution idéale qui sera forcément dans les choux à un moment donné, parce que je n'ai jamais vu, en ma modeste carrière, 13 ans de carrière, j'ai jamais vu un seul budget à l'année qui a bien marché, qui a satisfait tout le monde. Il y a toujours eu des services qui se sont fait léser ou des projets intéressants qui ont été purement et simplement abandonnés parce qu'on leur a dit non, vous n'aurez pas ce budget-là cette année, alors qu'ils auraient pu l'avoir s'ils avaient eu un budget évolutif. Et pas d'objectif de performance, par contre. Social, environnemental. Ces questions-là, elles reviennent souvent sur le tapis. C'est comment contribuer finalement au bien-être des employés, d'accord, mais aussi de la société qui nous entoure. Là, vous avez un super ouvrage sur le social business, en fait, par le prix Nobel d'économie, je crois. Le social business, donc ces entreprises en fait qui ont un but social, qui veulent tirer vers le haut un petit peu le monde dans lequel on vit. La gestion des crises. Rappelez-vous la crise des subprimes, tout le monde y a eu droit. Comment ça se passe dans ces cas-là? Eh bien en fait, les gens contribuent à leur niveau, à l'entreprise, à la crise. L'exemple qui est le plus frappant que j'ai, c'est encore une fois chez Favi. Donc chez Favi, il y a beaucoup d'exemples, j'ai pas mal étudié, et on trouve énormément de retours d'expérience et d'anecdotes sur cette entreprise. Dans les années 2000, il y a eu une crise majeure. En fait, ils ont affronté deux crises. Il y a eu une crise qui concernait uniquement l'automobile, et il y a eu une crise des subprimes. Et il y a une crise qu'ils ont affrontée, en fait, c'était la baisse du carnet de commandes. Et donc, Favi, ils emploient aussi des CDI, mais des CDD. Mais ils ne font pas la différence entre les deux. Pour eux, les CDD deviendront des CDI, et en fait, c'est les mêmes employés, on est au même niveau. Et il disait, il n'avait pas de solution. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a réuni tout le monde dans l'entreprise, dans l'usine,
il s'est mis sur une estrade, voilà, parler aux gens, il fait voilà. Aujourd'hui, on a un carnet de commandes qui ne permet pas de faire tourner l'usine à plein régime. Et si on continue, on va devoir licencier les personnes, ou se séparer des CDD. Mais moi, j'ai pas envie, parce que vous êtes tous des gens brillants, des gens avec qui on a plaisir à travailler. Et je n'ai pas la solution aujourd'hui pour justement résoudre ce problème. Donc là, brouhaha général. Et là, il va dire, est-ce que quelqu'un parmi vous, est-ce que vous avez des solutions à proposer? Et la solution est venue d'un ouvrier. Un ouvrier qui a levé la main, qui a dit, oui, alors, ce serait bien, est-ce que ce serait possible qu'on fasse tourner l'usine que 3 semaines sur 4? Et du coup, on diminue nos salaires de 25% sur ce mois-ci, et éventuellement le mois prochain, s'il y a encore besoin, et puis après ça repartira. Silence. Les gens se regardent, après, brouhaha, les gens reparlent. Et la décision a été votée à la majorité. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont fait tourner l'usine 3 semaines sur 4, en diminuant les salaires des ouvriers de 25%, de tout le monde. Et au bout de 2 mois, c'est reparti. Donc du coup, ils ont pu garder tous les employés. Il n'y a pas eu un seul licenciement. Ils ont gardé tous les employés. Et les employés, en plus, ils étaient super contents, super fiers déjà d'avoir pu garder leur job, d'avoir pris eux-mêmes la décision, et surtout d'avoir permis à l'entreprise de garder sa raison d'être. Qui, je le rappelle, la raison d'être, c'est garder de l'emploi pour les gens du petit village d'Alencourt en Picardie. Donc c'est quand même quelque chose de très très fort. Humainement, on est vraiment quelque chose de très très fort. Parfois, la crise fait qu'on doit revenir à un mode d'organisation plus pyramidal, classique, avec une décision, une autorité au-dessus qui fait foi. Dans ces cas-là, ils ont eu l'exemple je crois que c'était chez Morningstar ou chez AES. Dans ce cas de figure, en fait, le retour à une organisation avec autorité se fait dans un périmètre très défini et dans une durée de temps très très limitée. Donc c'est clair pour tout le monde. Okay. Pendant ce laps de temps, sur ce domaine-là, on reprend une décision d'en haut. Mais c'est très rare. Comme je disais, finalement, pour moi qui suis pas mal dans la conduite du changement, l'une des choses les plus frappantes, c'est que ces entreprises-là n'ont jamais de programme de conduite du changement. Vu que le changement, il est perpétuel, il est constant, c'est fluide, c'est organique. Pendant ce temps, à Las Vegas, vous avez, alors je ne sais pas si on voit très très bien, mais c'est une espèce de jungle. En fait, c'est l'un des bureaux de Zappos. Voilà, les open space de Zappos, qui sont décorés de manière assez incroyable. Chez Spotify aussi, si vous étudiez un petit peu cette compagnie suédoise, Spotify, ils ont des bureaux aussi totalement incroyables, avec des requins géants qui se baladent dans l'open space. Google et Facebook sont très très connus pour ça aussi. Mais ce n'est pas l'apanage des success stories de la Silicon Valley. Les entreprises, au ministère de la Sécurité belge, ils ont arrêté de faire d'avoir autant de bureaux que d'employés, parce que les employés peuvent faire du télétravail, donc du coup ils ont économisé des bureaux, et avec la place économisée, ils ont fait un super open space design chaleureux, avec des beaux canapés, des choses comme ça. Et du coup, ça crée un espace de convivialité et de bien-être au travail. Dans un bel environnement, on est bien. Et vous allez dire, oui, la route est longue. La route est longue. Parce que faut bien comprendre, c'est que l'entreprise libérée n'est pas un but. C'est pas un but à atteindre. C'est un chemin à parcourir, à évoluer, à expérimenter. Et il y a des conditions pour ça. Il y a des conditions. Il y a 2 conditions majeures. Quand on voit moi, la première fois que j'ai entendu parler de ces concepts-là, j'étais vraiment comme un jeune labrador tout fou, quoi.
Ah, j'étais super heureux, j'étais là, c'est formidable. On va avoir enfin, on va pouvoir réconcilier bonheur et travail. Ça va être génial, quoi. On va s'éclater, tout le monde sera motivé. Parce que moi, ma raison d'être, en tant que coach agile, c'est que les gens ils soient motivés pour aller travailler. Moi, j'aspire à ça. C'est ma raison d'être. Je veux que les gens que inverser le ratio de 1 personne sur 10 activement engagée. Ben non, moi je veux que ce soit 9 personnes sur 10, voire 10 sur 10. On passe 40 ans de notre vie à travailler, 45 ans, c'est quand même dommage de passer 45 ans tous les matins, sauf le week-end, à se lever et se dire putain, faut aller travailler, ça va être dur. Et non. Du coup, quand j'ai vu l'entreprise libérée, ça a fait tilt, ça avait du sens. Et je me suis dit, ok, c'est génial, mais allons-y, quoi, transformons. Sauf qu'il y a eu le deuxième effet qui se coule. Quand j'ai vu effectivement tout ce que ça implique derrière et puis les changements en profondeur. Et là, du coup, voilà, c'était un petit peu la douche froide. Là, la route est longue, mais c'est faisable. Et donc là, première condition pour... alors, je ne parle pas d'entreprise de start-up qui est à créer ou pas. Je parle vraiment des entreprises actuelles, celles qui existent déjà et que l'on veut libérer, entre guillemets. Première décision, mais il faut que ça vienne d'en haut. Il faut que ce soit la direction générale, le président, le PDG, le CEO. Il faut que ce soit lui qui change, qui prenne cette décision. Mais c'est dur, parce que ça requiert, et ça, Alexandre Gérard le disait très bien, ça requiert un lâcher-prise. Et donc, il faut travailler sur soi. Se dire, ok, c'est pas moi qui vais prendre les décisions. Je mets mon ego de côté. C'est pas moi qui vais prendre toutes les informations, la stratégie. Je laisse mes employés. Je leur fais confiance. J'instaure un climat de confiance dans la boîte. Et je lâche prise. Je me recule. Et voilà. C'est presque, je vous donne les clés. Mais ça demande un énorme travail sur soi. Donc souvent, les CEO qui ont fait la démarche souvent de franchir le cap et d'aller sur le chemin, ils sont accompagnés par des coachs, tout ça, pour aussi apprendre à eux changer, avoir une posture basse, une posture d'écoute, une posture de conseil et de guide. Mais ça ne suffit pas. Pour les entreprises qui sont cotées, qui sont en bourse, et pour les grandes multinationales, il y a des comités d'administration. Et si le comité d'administration aussi n'est pas dedans, ça ne marchera pas. Parce que vous aurez beau avoir construit un super château, une superbe expérience, une super entreprise. S'il manque une des deux conditions, le château il s'écroule. AES, qui est une entreprise de 40 000 personnes, qui est dans l'énergie, avec des usines un peu partout, multinationales. Dennis Baker, son président, a mis 15 ans, je crois, peut-être 15 ans, à libérer l'entreprise, à faire en sorte que les gens ils soient en équipe auto-organisée, que tout le monde puisse parler, que tout le monde puisse prendre des décisions aussi, que les salaires soient transparents, qu'il y ait une transparence, que le management soit au service de l'opérationnel. 15 ans, il a pris. Jusqu'à ce qu'il y ait une crise. Il y a eu une crise, certes, dans le secteur, tout le monde en apathie, y compris AES, qui a fait moins 20%, je crois, mais qui était quand même, sa perte était quand même bien moindre que les concurrents, mais ça n'a pas suffi. Le comité d'administration a dit ok, mais comment vous faites? Il a demandé des comptes, et puis il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de contrôle. Ah non, parce que dans l'entreprise, la confiance rapporte plus que le contrôle. Ouais, mais le comité d'administration, tant que ça marchait bien, il laissait faire. Mais quand ça ne marchait plus, là ils sont revenus au taquet et le président Dennis Baker, le fondateur, a démissionné. Ça a pris 6 mois pour revenir à une entreprise classique, pyramidale, avec du contrôle, etc. 15 ans de chemin parcouru pour aller vers une libération d'entreprise, 6 mois pour revenir en arrière.
parce qu'ils n'avaient pas le comité d'administration dans la poche. Donc qu'ils n'étaient pas en phase avec les valeurs. Donc ça, c'est quelque chose de très, très crucial. Autre point aussi, alors ça c'est une citation de Alexandre Gérard, que j'avais rencontré l'an dernier. La première fois qu'il avait entendu parler d'entreprise libérée, il avait rencontré Jean-François Zobrist, qu'il avait vu après à la fin de conférence. Il a dit ah, Monsieur Zobrist, moi je suis responsable d'une entreprise de 400 personnes aussi, avec des usines, comment je peux faire et tout. Et là, Jean-François Zobrist lui dit avec tout son charisme et son franc-parler habituel, démerde-toi. Ok. Et du coup, Alexandre Gérard, il a essayé de se lancer sur ce chemin aussi. Et il a fait une première erreur, c'était de communiquer à toute l'entreprise. On va responsabiliser tout le monde, on va donner de l'autonomie, on va faire ça va être génial, bravo. Le problème, c'est que l'entreprise n'a pas vu les actions, enfin, les employés n'ont pas vu tout de suite les actions. Donc il a compris que dire fait rire, mais faire fait taire. Donc il a dit, si vous voulez entrer dans cette démarche, ne le dites pas, ne le communiquez pas, faites-le tout simplement. Alors, effectivement, je dis toujours que la plus grande difficulté, c'est ceux qui vont instaurer ce nouveau paradigme que eux-mêmes changent. Et il y en a qui ont fait du management 3.0. On parle de changer le système, pas les personnes. Parce qu'on ne change pas les personnes. On change le système. On essaie de changer l'environnement dans lequel évoluent les personnes pour que les personnes, après, puissent changer d'elles-mêmes. Ici, effectivement, on va... Le CEO, il ne peut pas être changé par quelqu'un d'autre, mais il faut que le changement vienne de lui-même aussi. Donc il y a une énorme prise de conscience à faire. En résumé, voilà, donc Alexandre Gérard, ex-PDG de Chronoflex, qui a monté maintenant une société de conseil pour aider les entreprises justement dans cette démarche de libération. Quand on cherche le profit à tout prix, finalement, c'est une vision court-termiste, où tout le monde est perdant. Donc, dans ces entreprises, on va chercher surtout la vision long terme. Et le profit, en fait, c'est une résultante. Ce n'est pas un objectif. Et bizarrement, ces entreprises-là sont en moyenne plus compétitives, bien plus compétitives que leurs concurrents. Le patron, en fait, lui, sa posture de patron, c'est un petit peu le chef d'orchestre. Quand il y a des succès, c'est le succès de l'équipe. C'est pas son succès à lui, c'est pas lui qui se met en avant, c'est l'équipe. C'est le chef d'orchestre, il fait pas de bruit. Il sait guider. Les gens, ils connaissent leur partition. Ils jouent. La confiance, élément très très important, c'est que la confiance rapporte plus que le contrôle. Et donc on part du postulat que l'homme est bon, qu'il a des valeurs, que du coup c'est les valeurs que l'on écrit noir sur blanc, que l'on partage, que l'on transmet, c'est pour rappeler aussi à l'ordre tout le monde, de manière implicite cette fois-ci, que finalement on a des valeurs qui sont inspirantes aussi, et qui nous permettent de ne pas dévier et de devenir des mauvais travailleurs. On n'a pas parlé du syndicat, mais effectivement, le syndicat aussi, on en parle beaucoup en ce moment. Dans ces entreprises-là, effectivement, Harley-Davidson. On a Harley-Davidson qui, même si aujourd'hui il n'est plus dans ce paradigme-là, pendant les années 90-2000, était une entreprise libérée. En fait, c'est ce qui a sauvé Harley-Davidson d'ailleurs. Ils devaient en fait délocaliser une usine dans un autre état, et le syndicat montait au créneau, ça c'était pas possible, etc. Et à chaque fois c'était ça. En fait, il n'y avait aucune décision qui était prise parce que le syndicat bottait en touche systématiquement. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit, ok, ils ont invité les représentants du syndic dans les réunions stratégiques du groupe, et ils ont parlé. Ils ont exposé la vision, ils ont exposé les enjeux, le syndicat aussi, ils ont échangé. Et après, en fait, le syndicat a dit OK. Et dès lors qu'ils avaient
expliciter finalement le fait que maintenant le syndicat participe activement aux décisions, et ben, le syndicat il était beaucoup plus enclin à partager les décisions aussi et à ne pas botter en touche. Pas de contrôle, mais les contre-productifs sont éjectés par leur père, on en a parlé. Facteur de motivation importante, finalement, c'est que la reconnaissance, elle est plus importante que l'argent. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de payer ses salariés. Ça veut dire que ces salariés, on les paye, bien sûr. Mais plutôt que de leur verser des primes et des primes et des primes, on va aussi peut-être les remercier déjà. Je discutais avec un manager il n'y a pas si longtemps que ça, qui avait un problème avec son équipe. Ok, quand ça se passe pas bien, quand il y a des erreurs, tu leur dis à l'équipe. Elle fait bah oui. Tu blâmes au besoin. Oui. Quand ça va pas, je le dis. Ouais. Et quand ça va bien, tu le dis. Quoi ? Silence radio. Parce que c'est dans la culture aussi de certains pays, hein, en France particulièrement. Quand ça marche bien, c'est normal. Quand ça marche pas bien, c'est pas normal. Et on le voit aussi dans l'éducation, le système éducatif. Hein, c'est le premier de la classe, c'est ok, c'est pas le droit à l'erreur, l'erreur, c'est très mal vu. Et ici, on inverse cette vision des choses. On a le droit à l'erreur. Et on a le droit aussi au remerciement, quand ça se passe bien. Laurence Vanet, en haut à gauche, qui nous dit qu'effectivement, l'ennemi, c'est l'ego. L'ego des hiérarchies. L'ego du pouvoir. Du pouvoir au sens, voilà, le pouvoir qui tient les rênes, qui tient l'entreprise. On dit souvent aussi l'équation entre bonheur au travail, performance et bonheur, performance et être heureux. Eh bien, c'est l'un ou l'autre. Il y a quelques années, on entendait, oui, performant ou heureux. Mais non, les deux, c'est possible. Il faut réussir à cultiver ce cercle vertueux où la performance engendre le bien-être et le bien-être engendre la performance. Alors, par quel bout commencer ? Généralement, on commence par les deux bouts en même temps. On essaye d'augmenter à la fois performance et bien-être pour après arriver à mettre en route ce cercle vertueux. Pardon. Ici, nous avons notre ami président de Poult, le groupe Poult, qui nous dit que finalement, que l'on fasse des bénéfices, que l'on fasse des sacrifices, dans tous les cas, il faut toujours avoir une communication transparente et très très claire. Et ça, c'est parfois la transparence, ça pique. Mais sur le long terme et sur le bien-être des employés et de l'entreprise, c'est gagnant. C'est toujours gagnant. Et on part du principe que l'homme n'a jamais fini d'apprendre. Donc, faire émerger aussi de nouvelles connaissances, développer chaque employé, lui donner les formations qu'il souhaite pour qu'il évolue, les faire sortir de leur zone de confort pour qu'ils apprennent encore plus et ne pas mettre les gens dans les placards. Ce qui m'amène à la dernière partie de cette présentation, où en fait, en tant qu'agiliste, j'aime bien les manifestes. Et j'ai commencé un peu à réfléchir sur un manifeste de ce que serait que l'entreprise libérée, donc le TIL Manifesto. Le TIL, c'est opale, donc c'est la couleur, cette fameuse couleur de ce nouveau paradigme. Et en fait, effectivement, dans ce manifeste, déjà, on retrouverait une célèbre phrase qui est « les interactions et les individus priment sur les processus et les outils ». Il y a toujours des process, il y a toujours des outils, bien évidemment, mais on va valoriser les interactions et les individus. On va valoriser la communication directe. On remplace les hiérarchies gouvernantes par l'autogouvernance. Donc c'est-à-dire, voilà, autogouverner les gens, les responsabiliser, faire des décisions décentralisées. Motivation intrinsèque plutôt que primes et bonus. C'est-à-dire que le système de primes et de bonus, alors les primes et bonus peuvent être encore présents, mais par contre, on ne motive pas les gens sur l'argent, on les motive sur leur motivation intrinsèque. On leur donne de l'autonomie, on leur donne de la maîtrise et on leur donne un sens à ce qu'ils font. Le besoin de curiosité, le besoin de créer des relations sociales, toutes ces choses-là, on les prend en compte
Et c'est avec ça qu'on motive les gens. On va privilégier la raison d'être plutôt que de définir des stratégies. Déjà, réfléchissons un peu, posons-nous 5 minutes et disons, ok, c'est quoi la place de cette entreprise dans le monde, en fait. Qu'est-ce que l'on veut? À quoi est-ce qu'on aspire? Comment est-ce qu'on va contribuer à améliorer le monde? Si je peux faire dans le philanthropisme. Remplacer le contrôle par la confiance. La confiance rapporte plus que le contrôle. Ça, je martèle ce message, mais c'est criant de vérité. Et enfin, cultiver le savoir-faire, ok, mais cultiver avant tout, en priorité, le savoir-être. Que les gens sachent communiquer clairement et avoir des comportements constructifs. Voilà, donc 20, quand on dit 20 supérieur à 1, c'est effectivement, dans les entreprises pyramidales, le 1 qui est tout en haut est supérieur au 20 en dessous. Ici, on renverse la pyramide, donc 20 est supérieur à 1. C'est logique. Alors, il est temps de conclure cette présentation avec un petit peu de bibliothérapie. J'ai emprunté ce terme à Laurent Sarrazin. Bibliothérapie, donc, et pas que. Donc, d'excellents ouvrages qui m'ont beaucoup inspiré sur cette présentation. Donc, vous avez Reinventing Organization de Frédéric Laloux, qui est disponible en français sous le même nom. Liberté et compagnie de Isaac Gates. L'entreprise du bonheur sur l'histoire de Zappos, justement, et que là vous trouverez, on ne va pas parler d'entreprise libérée, mais on va parler de valeurs et d'harmonie et des valeurs humaines. Il y a le site liberté et compagnie.org aussi, qui est dédié aux livres, mais surtout aussi à des articles complémentaires, des retours d'expérience sur l'entreprise libérée. La belle histoire de Favie, qui est un livre qui raconte l'histoire de Favie, qui a plein d'anecdotes. Et d'ailleurs, sur le site de Favie, vous pouvez télécharger en PDF toutes leurs fiches de management et c'est un peu leur ensemble de pratiques et de règles avec beaucoup de bon sens. Deux derniers points. Côté émission, en fait, il y avait Le Bonheur au travail, qui était voilà, très belle émission, un reportage sur Arte. Alors, il est disponible, mais il est payant. Mais c'est un reportage qui est passé en février 2015 et qui était absolument génial sur le sujet. Et enfin, si vous voulez participer, contribuer, faites comme moi. Vous pouvez adhérer à l'association MOM21, qui s'appelle le Mouvement pour l'organisation et le management du XXIe siècle, où il y a souvent des conférences, où ils invitent beaucoup de patrons, comme ça, beaucoup de CEO qui ont entamé cette démarche de faire évoluer leur entreprise. Et je termine aussi sur une SS2I. Parce que travaillant dans une SS2I, je me dis, pour une SS2I, qu'est-ce que ça donnerait finalement? Parce que souvent, dans les entreprises, les gens ils travaillent au quotidien ensemble. Nous, on est détachés des gens. Il y a une structure qui pourrait être libérée, ok? Mais après, quand on va chez le client et qu'on est, je sais pas, 200 jours par an chez le client, qui est dans une entreprise qui ne serait pas du tout libérée, comment est-ce qu'on fait pour rendre la personne heureuse et cultiver le bien-être au travail? Donc voilà, ça c'est les interrogations que j'ai et que je plante ma petite graine dans vos esprits, si vous pouvez réfléchir à ça aussi. Il ne me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement pour m'avoir écouté. J'espère que le sujet vous aura plu et vous aura donné des idées pour la suite. Merci.